Parfait. Et je vais partager mon écran avec vous. Super. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Un petit oui. Valentina, oui. Charlie dit oui. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment aller à la rencontre des personnes à la croisée des inégalités sociales et économiques. Donc, si vous voulez prendre la parole, peut-être une ou deux personnes, me partager un peu qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce webinaire. Est-ce qu'il y a des projets avec lesquels vous allez travailler avec des personnes qui vivent des inégalités, vous dites ça, ce serait intéressant à avoir comme bagage, ou c'était quelque chose que vous ne connaissez pas du tout? Donc, il y a quelques personnes qui viennent de rentrer. Bonjour tout le monde. Donc, s'il y en a qui veulent partager, qu'est-ce qui les a amenés à participer au webinaire? Vous êtes très calme ce midi, ou vous êtes peut-être en train de manger. Oui, Julia? Bon, ben, je vais y aller parce que il faut quelqu'un qui dise quelque chose. Alors, moi, puis mes collègues, on fait partie de l'équipe IMD, Intervention en milieu défavorisé, pour le Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands. C'est sûr que notre centre de service, on est en milieu défavorisé. La majorité de nos écoles sont en milieu défavorisé. Alors, c'est sûr que ça va nous aider à mieux comprendre et aussi à mieux intervenir auprès des parents de la communauté. Alors, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parfait, merci. Mes deux autres collègues. Merci beaucoup, Julia, pour Merci. l'intervention. J'essaie de noter aussi pour que si jamais il y a des trucs qu'on n'a pas pu discuter, puis que vous aviez ça comme objectif, on puisse aussi prendre le temps d'en parler à la fin. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui voulaient partager pourquoi ils étaient là aujourd'hui? Parfait. Donc, oui, il y avait Marina? Oui, bonjour. Moi, je suis agent de liaison chez Moisson Rive-Sud. Et une partie de ma tâche, c'est vraiment le référencement. C'est les gens qui appellent pour demander de l'aide alimentaire. Donc, quand j'ai vu les webinaires et les sujets, bien que ça me touche pas, c'est pas la tâche la plus grosse à faire dans mon emploi, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui appellent dans différentes situations et d'inégalités sociales et économiques. Donc, voilà, j'ai trouvé que ça peut être un bon bagage, une bonne façon d'une immersion encore plus profonde pour savoir comment interagir avec toutes sortes de clientèles. Oui, donc même juste entrer en contact, mieux comprendre tu sais, d'où eux viennent par rapport aux problématiques, aux Absolument. inégalités qu'ils vivent. Et Super. ça, c'est professionnel et personnellement, sont des sujets qui m'interpellent beaucoup, alors je suis super intéressée. Merci. Pour Super, l'opportunité. merci. Merci à vous. Donc, on va essayer c'est ça, le webinaire va être quand même d'une partie, va venir alimenter tout ce qui est compréhension, puis aussi avec des trucs plus concrets. Donc, je pense que les objectifs qui ont été partagés euh, vont être répondus, mais au besoin, on peut aussi prendre le temps à la fin si vous avez d'autres questions. Parfait. Donc, juste pour vous donner un peu un contexte, donc tout ce que je vais partager aujourd'hui, c'est vraiment été le fruit euh, d'apprentissage, de processus à travers l'étude qui a été mandatée par la communauté de pratique Accès, Action, Inégalité. Donc, pour cette étude-là, ben, ça a été mandaté évidemment par la communauté de pratique, puis ça a été tourné en opportunité, occasion de stage pour moi dans mon parcours à l'UQAM au doctorat en psychologie.
Donc, le but, c'était vraiment d'aller rencontrer les personnes qui sont à la croisée des inégalités sociales et économiques pour comprendre c'est quoi, eux, leurs besoins, puis c'est quoi leurs attentes par rapport aux services qu'ils côtoient, qu'ils utilisent. Donc, on parle beaucoup de logement, de transport, des organismes communautaires, de la santé, services sociaux, l'éducation, même loisirs. Donc, c'est ça qu'on a pas mal fait dans l'étude, d'aller rencontrer ces personnes-là. Puis ce qu'on a fait, c'est que, dans le fond, j'ai fait des focus groups avec ces personnes-là. Je suis allée dans les milieux naturels aussi, faire des entrevues rapides de style Vox Pop dans les parcs, les stationnements et tout ça. Et aussi, on a fait des entrevues un petit peu plus longues qui sont individuelles avec les travailleurs saisonniers agricoles. Donc ça, c'était en gros le contexte de l'étude. Puis là, je partage vraiment ce que j'ai appris puis les fruits un peu de cette étude-là. Je ne sais pas si je pense que j'entends un petit micro, si possible, de le fermer puisqu'on fait un enregistrement. Merci. Donc, notre première question, c'est vraiment pourquoi aller à la rencontre des personnes à la croisée des inégalités sociales. Donc, pour répondre un peu à cette question-là, là, je vous invite à faire un petit exercice d'autoréflexion. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez partager ça aussi. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est un peu toutes les facettes qui composent notre identité. C'est un peu à travers ça qu'on conçoit qui on est, qu'on entre en contact avec le monde. Donc, on peut parler de notre âge, notre identité de genre, notre origine ethnique, notre revenu, notre niveau de scolarité et tout ça. Donc, l'exercice, si vous avez un petit bout de papier ou écrivez sur votre ordinateur, donc c'est quoi les facettes parmi les suivantes qui ont le plus d'influence sur votre vie? Donc, je vous donne un petit 30 secondes si vous voulez y penser, l'écrire ou si vous voulez garder en tête aussi. Parfait. Donc, ma prochaine question, c'est est-ce que c'est possible d'en choisir une seule facette comme ayant le plus d'influence sur votre vie? Puis si ça vous tente de partager, oui, non, laquelle, je vous invite aussi à le partager avec le groupe. Oui, il y a langue, scolarité, âge. Donc, est-ce que c'est possible, Julia ou d'autres personnes, est-ce que vous êtes en mesure d'en choisir seulement une parmi ceux-là? Impossible d'en choisir une pour Charlie. Julia dit peut-être juste scolarité. La langue pour Valentina. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'essayer? Charlie, est-ce que tu avais envie de nous partager pourquoi c'est impossible de choisir une? Oui, dans le fond, ben, c'est impossible parce que j'ai beau être une femme, mais c'est pas juste être femme qui me définit. Il y a aussi ma culture, d'où je viens, ma scolarité, la langue, juste la langue que je parle aussi, mais le genre que je m'identifie, mon âge. Être une femme, mettons, de 50 ans versus une femme de 25 ans, c'est pas nécessairement la même chose. Oui, Et c'est pour ça que j'ai mis impossible de choisir. ouais. Il y a Valentina qui dit aussi, je pense que la facette va selon le contexte de vie dans lequel tu le trouves. Donc, oui. Donc, il y a tout aussi une question de l'interaction avec l'environnement. Je suis pas certaine, mais je pense que c'est ça, Julia avait l'air un peu certaine de juste choisir une aussi. Parfait.
Donc, c'est pas si facile, finalement, je pense, d'en choisir une. Donc, oui, on pourrait dire, OK, il y a telle facette, mais parfois, c'est pas vraiment évident. Donc, ma prochaine question pour vous, c'est essayez de penser à des projets de recherche dans lesquels vous vous êtes impliqués, ou même des projets vraiment terrain. C'est quel groupe sociaux, ou c'est quoi le groupe social qui était ciblé par les projets? Donc, prenez un projet à la fois, puis essayez de penser c'est quoi le groupe social qui a été ciblé. Si vous voulez, vous pouvez le partager aussi. Excuse-moi, quand tu dis groupe social, tu veux dire quoi Ouais. exactement? Le groupe Donc, d'âge, parfois, l'ethnie, religion, c'est ça? exactement. OK. Oui. Donc, toujours en se basant un peu sur ces facettes-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager un projet? Parfait. Donc, Julia travaille auprès des décrocheurs. Donc, pour elle, c'était la scolarité. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager les projets sur lesquels ils travaillent? C'est quoi la facette sur laquelle ils travaillent? Moi, je dirais, on est 5 personnes du Centre de services scolaires de la Vallée des Tyrans. Mhm. Donc, c'est vraiment en lien avec nos projets, en lien avec notre clientèle, qui peut partir de l'âge préscolaire jusqu'à l'âge adulte. OK. Fait qu'il y a quand même une amalgame d'âge à travers ça. Il y a aussi le revenu et l'origine ethnique parfois. OK. Puis il y a Vicky qui dit sur des projets en immigration. OK, donc une facette. Parfait. Super. Donc, je vous ai fait faire l'exercice pour voir que oui, parfois on peut voir qu'une facette est plus importante que l'autre, mais finalement, c'est impossible de la prendre juste elle. Puis de plus en plus ce qu'on constate, c'est que dans nos projets vraiment plus terrain, on essaie de prendre en compte plusieurs facettes à la fois parce que ça rend les choses un peu plus complètes, ça rend les choses un peu plus complexes, on a une vision un peu plus nuancée de ce qui se passe. Mais souvent, en recherche, qu'on fait, c'est qu'on veut aller chercher une seule facette, par exemple, le bien-être des personnes âgées ou justement le décrochage scolaire chez les jeunes au secondaire, parce qu'on veut vraiment avoir un espèce de lien de causalité. Mais pourtant, quand on vient, nous, pour concevoir qui on est, quand on vient pour interagir avec le monde, ben, c'est pas juste une facette à la fois. C'est, comme Charlie elle a dit, ben, je suis à la fois une femme, je suis à la fois une jeune femme d'origine ethnique. Mais je peux parler de moi aussi, là. Donc, moi, je suis une personne de minorité visible, à la fois une femme, à la fois qui parle les langues dominantes. Donc, ça rend les choses vraiment complexes. Donc, c'est un peu pour ça qu'on parle de personnes à la croisée de l'inégalité sociale et économique, c'est qu'on veut complexifier notre vision, on veut voir toutes ces facettes-là. Parce que ces facettes-là n'existent pas en silo. C'est des facettes qui s'entrecroisent, puis qui interagissent aussi avec l'environnement dans lequel on vit. Donc, tout dépendamment si on est privilégié ou pas dans une facette ou une autre, comment ça s'entrecroise avec d'autres facettes dans lesquelles on est plus ou moins privilégié. Puis tout ça en interaction avec notre environnement, bien, ça peut créer des systèmes d'oppression qui sont quand même assez complexes à défaire, puis des systèmes que c'est un peu difficile à faire de l'intervention, dans lesquels on peut faire de l'intervention. Donc, concrètement, une personne à la croisée des inégalités, c'est une personne qui a un statut socio-économique qui est faible parce qu'elle va avoir plusieurs facettes qui vont s'entrecroiser dans lesquelles elle est moins privilégiée. Puis là, c'est sûr que je vous apprends rien en vous disant, bien, dans la société, nos ressources ne sont pas réparties de manière équitable, de manière égalitaire. Donc, ça veut dire que tout le monde se trouve vraiment sur ce gradient social-là, sur un statut socio-économique différent. Puis nous, on s'intéresse justement aux personnes qui ont plusieurs facettes qui vont s'entrecroiser ou est-ce qu'ils sont moins privilégiés. Est-ce que jusqu'à date,
ça va, parce que c'est quand même la partie un peu théorique semi-plate, mais c'est juste pour qu'on soit tout le monde sur la même longueur d'onde. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y avait des choses sur le chat? Parfait. Donc, là, OK, c'est bien beau, Julie. Merci beaucoup pour, pour la théorie. Mais concrètement, pourquoi aller s'intéresser à cette complexité-là? Qu'est-ce que ça peut nous donner concrètement? Donc là, j'ai un autre mini-exercice à vous faire faire. Donc, imaginez que vous voulez mettre en application un système d'autobus. Puis là, on ne rentrera pas dans tout le transport, sinon on ne sortira pas du webinaire. Mais juste imaginez, on veut mettre en place un système d'autobus qui prend en compte les besoins des personnes à la croisée des inégalités sociales et économiques. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer que les personnes qui ont le moins de privilèges, qui vivent le plus d'inégalités, s'en sortent bien? Donc, là, je vous invite à penser un peu à notre roue ici. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser, donc de voir toutes les facettes, voir comment ça s'entrecroise. Donc, essayez de l'utiliser pour justement retrouver quel genre d'autobus qu'on pourrait avoir. Je vous donne un petit 30 secondes pour y penser, puis ceux qui veulent partager en grand groupe, on peut le faire aussi. Lieu de résidence, OK. Donc, concrètement, l'autobus passerait dans pas mal partout. Disons que c'est vraiment pour une municipalité, là, fait que ça passerait dans pas mal toutes les rues dans le lieu. Peu dispendieuse, exactement. Ouais, donc côté argent, pour les personnes qui vivent en situation d'handicap, donc peut-être de rendre ça facile à utiliser, que ce soit avec une marchette, avec un fauteuil roulant, il y avait tout ce qui est accessibilité, donc que ça soit accessible. Est-ce qu'il y avait d'autres exemples, d'autres façons de construire notre autobus? Oui, gratuit, indication en pictogramme facile à comprendre, oui. Donc, pour les personnes qui auraient, par exemple, des difficultés à voir ou même de tout ce qui est trouble de langage ou même les personnes analphabètes et tout ça. Trajets qui seront au commerce, aux organismes communautaires, aux services, un conducteur qui parle plus d'une langue, pictogramme pour l'information importante, oui. C'est vraiment des bonnes idées. Donc, je vous avais mis un peu, c'est ça, juste quelques exemples, mais vous avez déjà pas mal nommé ça, tout ce qui est par rapport à l'argent, par rapport aux personnes qui peuvent vivre avec des limitations physiques, les langues, faire des bancs qui sont assez grands pour qu'on puisse aller faire nos épiceries, etc., pour pouvoir utiliser ça. Puis là, ma prochaine question pour vous, c'est qui les personnes qui gagnent avec cet autobus-là, qui prend en compte les besoins des personnes à la croisée des inégalités sociales et économiques? Tous, oui, Julia, tous. Effectivement. Donc, c'est vraiment tout le monde qui est gagnant. Puis là, je le dis, puis c'est pas juste comme, oui, tout le monde est gagnant, mais c'est vraiment prouvé avec des études que lorsqu'on prend en compte les besoins des personnes qui vivent le plus d'inégalités, donc les personnes à la croisée des inégalités, mais c'est pas juste eux qui gagnent, mais c'est tout le monde aussi. Exemple comme ça, c'est que si, par exemple, le transport était gratuit, c'est tout le monde qui va pouvoir l'utiliser. C'est tout le monde qui va pouvoir moins dépenser dans le transport et investir leur argent, je ne sais pas, par exemple, dans le logement, dans l'alimentation, dans les loisirs et tout ça. Donc, c'est vraiment tout le monde qui en gagne quand on prend en compte les besoins des personnes qui sont à la croisée des inégalités. Puis, si ça vous intéresse, il y a en fait beaucoup de recherches qui parlent justement de ça, qui montrent que dans les sociétés qui sont plus égalitaires, les gens ils ont une meilleure santé physique et mentale. Il y a un taux de criminalité qui est plus bas, il y a une plus grande espérance de vie. Donc, c'est vraiment en lien avec les inégalités. Quand on travaille sur les inégalités, c'est vraiment ça qui arrive dans les sociétés.
Puis ça, c'est un ouvrage de Richard Wilkinson et Kate Pickett qui montre des méta-analyses. Donc, quand on a pris des études, puis on a mis toutes les études ensemble pour voir s'il y a réellement un effet ou pas. Puis c'est ça que ça montre, de réduire les inégalités, ça fait en sorte que tout le monde en gagne. Donc, pour récapituler un peu plus, parce que c'est la partie un peu théorique, donc la raison pourquoi on veut voir, on veut comprendre la réalité des personnes à la croisée des inégalités sociales et économiques, c'est qu'on veut prendre en compte la complexité des systèmes d'oppression puis d'inégalité. J'ai mis en parenthèse la DS+, donc le petit bonhomme avec toutes les facettes, c'est ça qu'on appelle la DS+. C'est un outil, c'est de pouvoir faire une analyse différenciée des sexes et plus. Puis, ça nous amène une meilleure compréhension de la réalité de ces personnes-là. Ça nous permet d'avoir une meilleure image de nos services et tout le monde est gagnant. Avant qu'on passe au comment, est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à date? Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Versus les baisses d'impôts qui visent la classe moyenne. Oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup, d'économistes et d'autres personnes qui montrent que la baisse d'impôts, c'est pas la solution pour la classe moyenne. Puis les personnes qui vont en souffrir, justement, c'est les personnes à la croisée des inégalités sociales et économiques. Effectivement. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je passerai au comment, qui est une partie un peu plus concrète, mais n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, vous pouvez les noter, puis on pourra en revenir vers la fin du webinaire. Donc, comment on va à la rencontre de ces personnes-là concrètement dans votre quotidien? Comment on peut faire ça? Moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même une posture de chercheur, donc pour aller rencontrer ces personnes-là, donc moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adopté l'approche de recherche qualitative. Donc là, on parle de mots, on parle de discours versus des données. Et la raison pourquoi, pour moi, l'approche de recherche qualitative, elle est importante pour aller à la rencontre de ces personnes-là, c'est parce que ça me permet d'aller en profondeur. Ça me permet d'avoir accès à une richesse que je n'aurais pas avec des chiffres. Ça permet de contextualiser aussi. Donc, je baigne un peu où je suis capable de prendre ce que les gens vont dire puis le contextualiser dans leur réalité. C'est quand on parlait d'interaction avec l'environnement, ça, on est capable de faire ça beaucoup dans la recherche qualitative. Puis ça amène quelque chose de complémentaire aux données quantitatives. Donc, tout ce qui est recensement, tout ce qui est les indicateurs auxquels on peut être habitué de travailler. Donc, ça met les deux ensemble, puis ça nous amène quelque chose de vraiment riche, puis ça nous permet de voir est-ce qu'il y a des contradictions entre les deux, est-ce qu'il y a une complémentarité, est-ce que les deux vont vraiment dans la même direction. Puis ça permet aussi, cette approche-là, de donner la parole aux personnes qui sont concernées, souvent qui vont un peu se perdre dans les moyennes, ou qu'on va... On va plus parler de moyenne, mais là, on met vraiment un visage, puis on donne la parole à ces personnes-là, que souvent, ils n'ont pas la chance de le faire. Puis nous, ce qu'on avait fait avec l'étude, c'est qu'on l'a fait à travers des focus groups, avec les petites entrevues courtes et un petit peu plus longues, mais il y a d'autres moyens aussi. Il y a des moyens comme le photo voice, donc c'est de donner un appareil photo à quelqu'un, puis lui dire de photographier, par exemple, ce qui lui... de prendre une photo sur ses besoins, prendre des photos sur ce qui lui amène du plaisir, puis de prendre les photos, puis un peu les analyser. Il y a des entrevues plus de style de récit de vie, donc on suit vraiment l'histoire de la personne, puis ça va vraiment plus en profondeur. Donc, il y a plusieurs manières aussi de mettre en œuvre l'approche de recherche qualitative. Puis moi, ma lunette aussi que j'ai adoptée, c'est celle du croisement des savoirs. Donc, le croisement des savoirs, c'est une manière de fonctionner pour concrétiser nos projets. Puis c'est beaucoup utilisé en tout ce qui a trait avec l'exclusion sociale ou tout ce qui est les personnes qui sont en situation de pauvreté. Puis le but, c'est de mettre ensemble 3 types de savoirs. Donc, le savoir expérientiel, donc les gens qui vivent ces situations-là, les savoirs des professionnels, donc des personnes qui accompagnent les personnes
en situation d'inégalité, puis le savoir académique. Donc, on parle de toutes les théories, tout ça. Et le but ici, c'est vraiment d'avoir un produit commun à la fin, un savoir commun. C'est de un peu avoir une vision 360 puis de s'assurer qu'on a le moins d'angles morts possible. Donc, ça, c'est les lunettes un peu que j'ai mis. Puis de manière typique, c'est qu'on mettrait tous ces gens-là autour d'une même table, puis on les ferait parler ensemble pour guider les différents projets, puis tout ça. Pour des questions de faisabilité, on n'a pas pu les mettre tout le monde autour d'une même table, mais on s'est quand même assuré de créer des ponts entre. Donc, nous, le savoir expérientiel, on peut l'avoir par des personnes expertes de vécu. Donc, on avait des personnes à la croisée de l'inégalité sociale et économique. Le savoir professionnel, pour nous, on est allé chercher à travers les membres de la communauté de pratique. On a créé beaucoup de liens avec les acteurs locaux. Puis tout ce qui est savoir académique, ben, on est allé chercher les données scientifiques, on est allé chercher les théories. Donc, quand je vous parle d'ADS+, c'est une manière aussi de conceptualiser les inégalités et tout ça. Donc ça, toutes les personnes qui étaient impliquées là-dedans, ben, on s'assure qu'ils donnent leur OK sur les différentes étapes de nos projets de l'étude. Donc, avant même d'entamer l'étude, avant même d'aller à la rencontre des personnes à la croisée des inégalités pour comprendre leur réalité, on avait d'autres personnes qui avaient l'expérience pour nous dire, ben, il faut aller les voir dans tel endroit. Il faut valider les questions avec eux. Il faut s'assurer que les gens vont comprendre. Fait que, puis chacun avait son petit bout à amener, puis ensemble, c'est ça qui nous a permis d'aller, de faire ça de manière efficace, puis d'aller chercher les bonnes personnes à travers l'étude. Puis là, attention, parce que il faut faire attention à ce qu'on appelle le tokenisme. Donc, le tokenisme, ça vient de l'anglais, c'est un token, c'est comme un jeton. C'est pour dire, ah, ben j'ai mon jeton de personne experte de vécu, j'ai mon jeton de personne professionnelle, j'ai mon jeton pour personne académique, mais qu'à la fin, on ne leur donne pas un réel pouvoir décisionnel. Donc, il faut faire attention puis surtout, ça peut arriver plus facilement si c'est des personnes différentes autour de la table. Par exemple, je ne sais pas, deux chercheurs qui parlent ensemble, puis là, ils rentrent dans un débat théorique, puis les autres, ben, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe autour de la table. Donc, il faut s'assurer que si on met des gens autour de la table qui comprennent, puis qui ont un mot à dire, puis si on voit que les personnes parlent moins souvent, ne comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe, ben, de faire des efforts de plus pour que tout le monde puisse représenter leur expertise, puis qu'ils puissent être valorisés dans leur expertise de manière égale. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est ça, il y a quand même des relations de pouvoir qui peuvent s'installer, on va en parler, mais c'est important d'essayer d'éviter le tokenisme. Donc, une autre chose qui peut nous aider, puis là, cette partie-là, elle a l'air un peu abstraite parce que c'est beaucoup du travail en coulisses, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de discussion, mais moi, je pense que c'est vraiment essentiel de faire ce travail-là en coulisses parce que, ultimement, ça va nous permettre de ne pas perpétuer les inégalités que les personnes qu'on va aller rencontrer vivent déjà. Donc, la réflexivité ou pratique réflexive, en gros, c'est de penser chaque étape ou chaque prise de décision, qu'est-ce qu'elle aurait comme retombée positive, qu'est-ce qu'elle aurait comme retombée négative. Donc, essayer de prédire un peu l'avenir, si on veut dire. Puis là, ça a l'air un peu anxiogène parce que de toute façon, on ne peut pas prédire l'avenir, mais c'est une question de vraiment réfléchir à nos actions. Donc, quand on prend une décision, quand on dit on va faire tel type d'activité, c'est parce que ça a été réfléchi. C'est parce que ça répond à nos objectifs. C'est parce qu'on sait que ça va causer le moins de tort possible. Donc, je vous ai mis des espèces de domaines où est-ce que vous pouvez appliquer la pratique réflexive. Donc, le premier, c'est par rapport à mes privilèges et inégalités. Donc, c'est sûr que si on va à la rencontre des personnes qui vivent des inégalités, ben, c'est sûr qu'on est en situation de pouvoir parce qu'on ne vit pas leur quotidien, on ne sait pas c'est quoi être à la croisée des inégalités, on ne sait pas c'est quoi être sous le seuil du faible revenu ou de vivre du racisme et tout ça. Donc, c'est important pour nous de reconnaître ça. Donc, moi, j'avais vraiment fait un travail de deux. J'ai vraiment pris chacune des facettes qu'on avait vues dans notre outil de l'ADS+, puis j'ai essayé de me positionner dans la société. Puis,
sais, là, j'ai parlé, oui, je suis une femme, je suis une minorité visible, oui, je pourrais vivre des microagressions et tout ça. Donc, je vois qu'il y a des inégalités qui se passent dans la société, c'est bien beau. Mais c'est sûr que moi, ce qui va affecter aussi ma rencontre avec les personnes à la croisée des inégalités, c'est surtout mon niveau de scolarité. Parce que là, moi, j'arrive, je suis universitaire, puis là, je parle à ces gens, puis c'est sûr qu'il y a quelque chose d'asymétrique qui est là. Puis même si on le dit pas, c'est un peu là. Euh, donc, dans le fond, pour remédier à ça, ben moi, je le mentionnais aux personnes. Moi, je leur dis, moi, je viens pas de votre coin. Nous, on est une gang d'universitaires, on pense à des affaires, puis là, c'est vraiment le temps d'aller voir votre réalité à vous. Donc, on essaie d'établir une relation horizontale. C'est de mettre aussi de l'avant que s'il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien, il y a de la place, puis on crée un espace pour que ces gens-là puissent nous le dire. Puis, j'avais vraiment pris le temps avec les personnes expertes de vécu parce que c'est vraiment, on fait une étude, puis là, c'est comme, ah, on fait une étude, ben là, je sais pas pourquoi elle vient me voir et tout ça. Donc, de vraiment un peu, c'est ça, contextualiser, nous, on est qui, puis on est là parce qu'on valorise vraiment leur savoir. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'écrire aussi nos présupposés. Donc, prendre le temps de voir c'est quoi les idées préconçues que j'ai qui pourraient en fait influencer mes rencontres. Donc, pour moi, personnellement, j'avais une idée préconçue que la plupart des personnes qui vivent en logement social sont insatisfaites de leur logement. Fait que là, je me suis dit, j'allais l'écrire. Puis, en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes vraiment satisfaites avec leur logement social, puis sont vraiment contentes de pouvoir y accéder. Donc, le but, c'est de pas dire nécessairement que oh, je l'écris parce que je veux être complètement objective. C'était pas ça ma posture. Si j'étais complètement objective, je serais pas allée à la rencontre de ces personnes-là. Mais l'idée, c'est de dire que je reconnais que j'ai un présupposé, puis je vais essayer le plus possible de ne pas le laisser nécessairement teinter mes questions de relance. Donc, c'est vraiment ma question de relance, ce sera plus sur le logement en général. Puis après, je vais voir si mon présupposé était vrai, pas vrai, pourquoi, etc. Un autre domaine, c'est de reconnaître ses limites. Donc, c'est sûr qu'on en a, on va avoir des angles morts. Moi, je venais pas de l'Ouest de la Montérégie, puis c'est là que je suis allée rencontrer ces personnes-là. La personne qui supervisait mon travail aussi à l'UQAM ne venait pas de l'Ouest de la Montérégie. Donc, ça, c'est quand même un gros angle mort. Donc, c'est pour ça qu'on essayait d'aller chercher l'expertise des personnes terrain, le groupe d'experts de vécu. Donc, entre autres, ça pouvait remédier à ça. Puis, mon langage, ben, c'est sûr que je baigne beaucoup à l'université. Donc, mon langage, peut-être qu'il est souvent peu accessible, même si moi, je pense qu'il l'est, puis qu'il est bien simple, puis tout ça. Donc, l'important pour moi, c'était de me faire vérifier par d'autres collègues. Est-ce que tout le monde comprend? Je me fais vérifier par les personnes expertes de vécu. Est-ce qu'on comprend quand je dis tel et tel mot, même pendant les focus group? Donc, ça, c'est quelques domaines. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Parce que ça peut quand même être abstrait. Puis comme je vous ai dit, c'est vraiment la réflexion, mais c'est vraiment bien préparer le terrain. Pas de questions jusqu'à maintenant, mais on va avoir une période de questions au besoin. Parfait. Merci, Sylvie. Un autre domaine, puis ici, c'était vraiment pendant aussi les rencontres avec les personnes à la croisée des inégalités, ben, c'est de penser à tous les effets voulus d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Bien, il y a beaucoup de recherches qui montrent un développement du pouvoir d'agir. Donc, les gens, ils se sentent mobilisés, ils se sentent vraiment valorisés qu'on puisse aller leur demander leur expérience et tout ça. Puis, c'est des choses que j'ai ressenties aussi quand j'allais faire les focus group et tout ça. Donc, ça, c'est un effet voulu. Je l'ai quand même observé. Euh, puis, ben, on est content. L'autre point, c'était aussi qu'on voulait compenser, surtout les personnes expertes de vécu qui ont suivi quand même l'étude. Mais là, il fallait pas, tu sais, on pourrait avoir les réflexes de dire, ah, ben, on va les compenser, tu sais, comme on compense les employés, pourquoi on ne ferait pas ça? Donc, ça, ce serait un effet voulu. Mais l'important, nous, il fallait vraiment qu'on prenne un recul pour y penser. Un, pour tout ce qui est recherche, ben, il y a l'aspect de le montant doit pas être trop grand pour pas que ça soit la raison pourquoi la personne participe, mais vraiment, on veut pas comme un peu manipuler les personnes à travers l'argent. Puis aussi, le problème, c'est que souvent, avec l'aide de dernier recours, quand on donne un montant, s'ils font trop d'argent,
ben après, ils vont vivre des conséquences négatives par rapport à leur chèque. Donc, leur chèque va être moindre ou même se faire couper complètement leur chèque. Donc, ça, c'est des choses à laquelle il faut penser aussi. Donc, c'est pour ça qu'on encourage la pratique réflexive. Donc, on peut dire, c'est bien beau, on va compenser tout le monde, ça va être presque un salaire, mais à la fin, c'est pas ce qui est de bien pour nos participants. D'autres effets non voulus. Il faut penser aussi que nous, si on va juste à la rencontre des personnes, ça peut monter les attentes des gens. Donc, quand on fait des consultations sans action, puis si on est là pour vraiment mieux comprendre, pour amener du changement à long terme, il faut vraiment travailler à un peu baisser les attentes. Donc, oui, on est là pour, entre autres, il va y avoir un développement du pouvoir d'agir, mais si on arrive là, puis on leur dit oui, les choses font changer, c'est pour ça qu'on est là, mais c'est pas vraiment dire la vérité. Donc, il faut faire attention à ce genre de consultation, puis un peu baisser les attentes. L'autre truc aussi qui arrive souvent, c'est qu'on met les gens dans une situation qui peut amener de la colère, qui peut amener de la frustration, parce qu'on les amène pour qu'ils puissent parler des inégalités qu'ils vivent quotidiennement. Puis, il va y avoir des gens qui vont vivre toutes sortes d'émotions quand vous allez les rencontrer. Il y en a qui pleurent, il y en a qui sont frustrés. Puis, c'est sûr qu'on n'est pas là non plus pour changer leur monde. Donc, il faut faire aussi attention à prendre le temps pour que l'autre personne devant nous puisse, lui, vivre son émotion. Mais c'est un peu ça. Parce qu'on ne peut pas non plus commencer à faire en sorte que la personne dépend de nous si on est là pour elle. C'est comme, il faut vraiment doser les réactions, leur donner la place, mais quand même reconnaître la limite de notre rôle dans ce genre de rencontre-là. Puis le dernier domaine que je vous invite aussi à explorer à travers la pratique réflexive, c'est toutes les émotions. Donc, pour moi, personnellement, j'ai vécu quand même beaucoup d'impuissance parce que, comme je vous ai dit, nous, on est là, on rencontre les gens. Oui, l'optique, c'est de faire du changement, mais on ne peut pas le promettre. Donc, on ne sait pas c'est quand que le changement peut arriver. Ça peut arriver dans 2, 3 ans. Donc, c'est quand même assez loin. Donc, il y a beaucoup d'impuissance. Puis, souvent, si on ressent de la pitié, c'est que ça vient quand même d'une posture de pouvoir. Donc, la pitié, puis si on veut agir sur notre pitié, c'est vraiment contre la pratique réflexive. Donc, on va juste agir juste pour nous alléger, nous, ou nous apaiser nous-mêmes. Puis, il faut s'assurer que nos émotions ne viennent pas tout le temps prendre le contrôle sur les décisions qu'on va prendre. Puis, c'est sûr qu'on va vivre quand même beaucoup de colère sur les inégalités que les gens vont vivre, mais c'est d'utiliser aussi cette colère-là pour un peu nous donner de la motivation dans les projets puis dans les changements qu'on va pouvoir amener suite à nos rencontres. Donc, avant que je passe au truc beaucoup, beaucoup plus concret, est-ce qu'il y avait des questions? Parce que ça peut sembler quand même assez intellectuel et tout ça, mais je pense que ça va dépendre aussi de chaque projet, puis de prendre du recul vraiment, puis de réfléchir à nos actions. Je pense que c'est ça l'ultime message de cette partie-là. Parfait. Donc, ça, c'est plus des trucs que je voulais vous partager, beaucoup d'apprentissage aussi là-dedans. Donc, concrètement, quand on veut rentrer en contact avec les personnes qui sont à la croisée des inégalités sociales et économiques, ben, la première chose qu'on fait, c'est vraiment collaborer avec les acteurs terrain. Puis, c'est valoriser leur expertise parce que c'est eux qui ils connaissent la population, ils connaissent le quartier, ils connaissent ce que les gens aiment et tout ça. Donc, pour toutes les rencontres, surtout les focus groups puis des entrevues avec les travailleurs saisonniers agricoles, ben, on a passé par les organismes communautaires qui desservent la population. Donc, c'est eux qui nous trouvaient un local pour les rencontres, c'est eux qui invitaient les participants parce que si on fait juste mettre une affiche qui dit si vous vivez des inégalités, venez nous en parler, personne ne va venir parce que les gens ne se reconnaissent pas non plus dans cette catégorie-là. Donc, c'est vraiment plus un intervenant, quelqu'un de terrain qui va aller approcher les personnes et dire hey, écoute, moi, je pense que tu aurais des choses vraiment intéressantes à dire. Est-ce que ça t'intéresserait de participer à ce focus group-là? Donc, vraiment de passer par les personnes qui sont en contact direct avec les personnes qu'on va rencontrer.
Puis moi, vraiment, je demandais l'avis des intervenants, des organismes communautaires, c'est beaucoup de choses. Tu sais, j'amenais de la bouffe pendant les focus groups, fait que là, je leur demandais c'est quoi le resto que les gens aiment. Je leur demandais c'est où que je peux aller faire mes entrevues aussi, rapides, va que ce soit dans le milieu naturel et tout ça. Donc, j'ai vraiment bien profité de l'expertise des gens en terrain. Il faut aussi beaucoup de persévérance parce que les gens sont très débordés. Ça prend beaucoup de temps pour trouver le moment ou la fenêtre qui fonctionne avec tout le monde. Donc, c'est beaucoup de courriels pour entrer en contact avec les gens sur le terrain, des appels téléphoniques, rappels, suivi aussi, voir combien de participants. Donc, c'est beaucoup de petits travails comme ça. C'est pas tant l'effort, mais c'est plus la patience et la persévérance à travers ça. D'autres trucs, c'est qu'il faut vraiment être flexible, vraiment. Donc, il faut être flexible à des annulations dernière minute, que ce soit des milieux ou des participants qui se désistent parce que, je veux dire, là, il y a des moments de crise, ils ont des choses bien plus importantes que venir nous parler. Donc, c'est aussi d'accepter qu'il va y avoir des focus groups ou des gens, tu sais, des focus groups qui étaient supposés être 6 personnes, mais il y en a juste 2. C'est pas grave parce qu'on va en profondeur avec le contenu. Puis on a d'autres focus groups qui vont venir valider aussi le même contenu. Donc, c'est un peu de travailler avec ce qu'on va pouvoir avoir à la fin. C'est d'être flexible par rapport à l'échéancier, donc ça va prendre plus de temps. Être flexible aussi dans la langue. Donc, nous, on a fait des focus groups en français, en anglais. Il y en avait que c'était franglais. Donc, les gens qui comprennent les 2 langues, mais là, ils décident de s'exprimer dans la langue dans laquelle ils sont confortables. Puis ça, vraiment, ça rehausse un peu quand même le sentiment de confiance parce que les gens sentent, OK, la personne va faire un effort de plus pour venir me parler dans ma langue. Pour les travailleurs saisonniers agricoles, on a fait les entrevues en espagnol. Donc, c'était pas moi, mais c'était une collègue qui m'a accompagnée pour pouvoir faire ça. Donc, tu sais, la flexibilité, je vous dirais que c'est vraiment c'est parmi le plus important comme truc, je vous dirais, par rapport à ça. Puis, la créativité, ben, c'est de trouver un moyen de favoriser la participation. Parce que pourquoi une personne qui a une vie assez chargée voudrait venir nous parler? Donc, tu sais, qu'est-ce qu'elle pourrait gagner de ça? Euh, comment est-ce qu'on peut aller chercher la personne, dans le fond? Moi, ce que je faisais, c'est que j'offrais un repas et breuvage, puis là, je disais, OK, on fait une discussion comme ça, puis c'était un peu informel. Souvent, on mangeait pendant que les gens parlaient aussi. Donc, il y a vraiment place à être créatif là-dedans. Il y avait une experte de vécu qui me dit, ah, ben moi, j'aimerais ça essayer d'organiser. Fait que c'est vraiment l'experte de vécu qui est allée chercher les personnes qu'elle connaît, puis on a formé un focus group comme ça. Fait que, c'est des moyens comme différents pour qu'on puisse sortir du cadre puis aller chercher les personnes concernées. Souvent, moi, je faisais pour les entrevues plus en milieu naturel. Ben, c'est sûr que lundi matin, il n'y a personne dans les parcs. Donc, moi, j'allais beaucoup plus les fins de semaine, les soirées pour aller rencontrer les gens. Les milieux étaient vraiment différents. Donc, vu que moi, je venais de Montréal, on est habitué que les gens, en été, le parc est vraiment plein de personnes, surtout des personnes en situation d'itinérance, mais c'est vraiment pas le cas dans l'ouest de la Montérégie. Donc, en demandant aux gens du terrain où est-ce que les gens vont se tenir le plus souvent, ben, ils vont dire, ah, ben, dans tel McDonald's, tu vas les trouver. Fait que j'essaie d'aller un peu dans ces places-là où est-ce qu'on n'est pas vraiment habitué de faire des entrevues comme ça. Donc, ça a pris vraiment de la créativité. Puis souvent, dans le McDo, les gens ne voulaient pas me parler parce qu'ils veulent juste avoir la paix puis manger leur repas tranquille. Fait que c'était plus d'aller peut-être dans le stationnement. J'allais peut-être dans des stationnements d'épicerie vraiment abordables, Super C, Dollarama. Fait que des lieux où est-ce que tu savais que les gens allaient se tenir. Fait que c'est ça. La créativité aussi, elle a été vraiment utile pour pouvoir aller à la rencontre des personnes. Julia qui dit qu'annulation dernière minute, c'est très vrai. Quand j'essaie de rencontrer des décrocheurs, oui, en effet. Donc, les gens ne vont pas tout le temps vouloir venir nous rencontrer. Dernière minute, s'ils ne viennent pas. Donc, c'est un peu la réalité. Fait que c'est pour ça que je dis la persévérance, la créativité, trouver d'autres moyens. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, quand ça ne fonctionne pas,
Ben, moi, je me conseille d'essayer, tout dépendamment de votre échéancier. C'est sûr que moi, j'avais une étude, puis là, il fallait quand même, à un moment donné, que ça finisse. Mais si vous avez comme, si vous avez l'opportunité de pouvoir pousser plus loin, tout ça, donc lâchez pas, persévérez. Mais si vous n'avez pas le luxe du temps, ben, tentez de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi, pourquoi vous n'avez pas réussi à rejoindre une population en particulier. Donc, pour moi, mes apprentissages, c'est vraiment par rapport aux personnes issues de l'immigration récente. Donc, on voulait faire un focus group. On a contacté pas mal tous les organismes qui desservent cette population. Puis, les organismes étaient vraiment débordés. Donc, on s'est dit, OK, là, il n'y a pas de place vraiment. Donc, on a pris le temps de parler à des intervenants, de comprendre est-ce qu'ils sont intéressés par ce genre de recherche-là, de processus-là? Si oui, c'est quoi les bonnes pratiques? Donc, tu sais, on a compris qu'il fallait vraiment prendre plus le temps pour créer le lien avec les intervenants, pour créer le lien avec la clientèle aussi, parce qu'il y a quand même de la méfiance qui peut s'installer, puisque c'est entre autres des personnes qui ont un vécu traumatique du gouvernement et tout ça. Donc, tout ça peut venir jouer là-dedans. Puis, le milieu est quand même assez débordé. Donc, de prendre en compte que ça va prendre beaucoup plus de temps qu'on avait prévu. Pour les travailleurs saisonniers agricoles, donc, on a réussi à parler à certaines personnes, mais ça restait qu'il y avait quand même une certaine méfiance. Donc, on a tenté un peu de comprendre pourquoi. Donc, tu sais, on avait dit qu'on allait pas enregistrer les entrevues. Donc, c'est une pratique qu'on fait souvent en recherche, c'est qu'on va enregistrer. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire. On allait avoir quelqu'un qui parlait espagnol. Mais c'était quand même dans un endroit public, un événement public. Donc, c'est sûr que même si on sentait que ça allait être un lieu de confiance, finalement, c'était pas vraiment le cas. Donc, on essayait de comprendre pourquoi il y avait certaines méfiances. Donc, il y en a qui nous ont parlé, il y en a d'autres qui ils parlaient pas vraiment, on voyait dans leur non-verbal qu'ils répondaient à nos questions, mais que c'était peut-être pas tout ce qu'ils voulaient nous dire. Donc, ça, c'était un peu les impressions qu'on avait retenues. Donc, on essayait quand même de comprendre pourquoi. Puis, les personnes en situation d'itinérance, ben, ça a été vraiment difficile de les rejoindre. Il y en avait dans notre étude, mais c'est vraiment plus caché, la situation d'itinérance dans l'ouest de la Montérégie, donc dans le milieu plus rural surtout. Puis, si j'avais peut-être à refaire ça, ben, je serais allée chercher cette créativité-là. J'aurais peut-être pu voir si on pouvait, s'il y avait des intervenants qui pouvaient contacter des personnes sur la liste d'attente, par exemple des HLM et tout ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est les apprentissages un peu qui sont ressortis quand on s'est questionné pourquoi on n'a pas pu aller chercher certaines populations, que ça a été un petit peu plus difficile. Donc, pour récapituler cette partie-là du comment qu'on va à la rencontre, donc vraiment d'inclure les personnes qui sont concernées, avoir l'approche du croisement des savoirs, donc mes petites lunettes avec tous les types de savoirs, avoir la pratique réflexive, impliquer les acteurs terrain, comme on a dit, persévérer, être flexible, avoir de la créativité. Puis, si ça ne marche pas, tenter de comprendre pourquoi en allant chercher l'information un petit peu ailleurs. Donc, pour ma part, ben, j'ai pas mal terminé. Je demandais s'il y avait des questions. Je vais arrêter mon partage d'écran pour les personnes qui voudraient poser des questions. Est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce qu'il y avait des choses que vous aimeriez qu'on aille en profondeur un peu plus? Oui, Julia? Oui, oups, allô. Est-ce que, en regardant là, ce que tu avais écrit, tout ça, est-ce que ça serait favorable ou gagnant d'inviter des parents à venir parler de leur enfant puis de le parcours de l'école de leur enfant, pas à l'école, comme ailleurs qu'à l'école? Ben, ça dépend je pense que ça va dépendre de l'objectif. Donc, est-ce que tu parles d'un autre milieu ou avoir les parents qui vont parler de la réalité de l'école? Oui, comme, tu sais, souvent, les enseignants ils vont dire, ben là, on essaie de rejoindre le parent, mais le parent, il vient pas à nos rencontres, il vient pas quand on fait nos activités spéciales, il vient pas. Alors, je me dis, comment faire? Puis, tu sais, on les invite tout le temps à l'école, mais là, ils veulent pas venir. Alors, je me dis, est-ce que ça serait peut-être
un premier pas de les inviter ailleurs qu'à l'école? Alors, juste Ouais. savoir qu'est-ce que tu en pensais. C'est difficile, je dois vous avouer que c'est quand même difficile pour moi de penser comme ça spontanément. Je pense que parce que souvent il y a comme école, la communauté, la famille, tout ça. Donc, s'il y a des lieux où est-ce qu'il y a une collaboration aussi avec les trois, puis qu'il y a un lien de confiance, par exemple, avec une intervenante communautaire et tout ça. Donc, ça peut être une première porte d'entrée pour comprendre s'il y a de la méfiance de l'école, parce que ça peut être juste un manque de temps. Fait que moi, j'irais plus vers comprendre pourquoi, au début, le parent ne vient pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a un autre lien avec une autre personne? Il est-il débordé? Est-ce qu'il a peur qu'on le réprimande? Il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Fait que de penser aussi en game, là, si on va dire, de qu'est-ce que ça pourrait être. Puis, puis aussi être. Je pense que ça, c'est un peu difficile, puis ça revient un peu au sujet de l'impuissance, mais de ne pas imposer nos solutions que nous, on pense qu'ils vont être bonnes. Donc, si on pense que le parent, il devrait être présent, ben, c'est difficile pour nous parfois d'accepter qu'il ne va pas venir parce qu'on pense que c'est vraiment la bonne solution. Fait que c'est aussi de réfléchir un peu à ça, puis d'être quand même confortable. Mais tu sais, il y a toutes sortes de moyens. Fait que tu sais, il y a peut-être une barrière de la langue. Fait que c'est un peu d'aller chercher c'est quoi les obstacles, je dirais, au début puis de voir s'il y a déjà un lien de confiance qui existe quelque part d'autre, puis qu'on ne peut pas aller à travers ça. Je suis Parfait. désolée, ma réponse n'est pas si Non, mais non, t'es directe, bien. mais Tu me fais réfléchir. Alors non, j'aime bien ça. Merci. merci, Julia. Il y a Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous me voyez? Oui. Oui, OK. En fait, ben merci de ce webinaire. On apprend toujours, puis c'est super enrichissant. Moi, je vous dirais que Mme Van-Derick a dit qu'on était 5 parce que oui, effectivement, tu sais, je pense qu'on a comme centre de service scolaire à regarder, à penser, à réfléchir nos actions, comme vous avez dit. Nous, on est en train de déployer un référentiel pour guider l'intervention en milieu défavorisé. Et ce référentiel-là, il travaille beaucoup au niveau de réduire les écarts des inégalités, donc réduire l'écart pour permettre la réussite scolaire de tous les élèves. Alors, on est vraiment dans la réduction des inégalités. Et dans la réduction des inégalités, pour permettre la réussite de tous, des fois, on dit, est-ce qu'on doit faire plus? Est-ce qu'on doit faire différemment? La question se pose, mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est de réfléchir nos actions d'inclusion. Et moi, j'ai commencé à le symboliser avec les lunettes, c'est-à-dire qu'on met nos lunettes 3D IMD, qui est l'intervention en milieu défavorisé. Et quand on met nos lunettes, c'est aller au-delà du voir, c'est de permettre de prendre en compte les différentes facettes, comme vous avez nommé tantôt. Et ces différentes facettes-là nous permettent une considération plus large, une observation et une prise en compte des différentes facettes pour adapter notre intervention en milieu scolaire pour justement réduire les inégalités. Je voulais vous remercier, puis je voulais surtout amener que pour moi, l'important de ce que je retiens aujourd'hui, c'est de réfléchir nos actions et non pas des fois de changer, de faire plus, de faire mieux, mais de les réfléchir en fonction, de prendre en considération les réalités vécues par ces clientèles qui vivent des inégalités sociales et économiques. Merci. oui. J'aurais pas pu dire mieux, honnêtement, Nathalie. Je pense que ça résume très bien le webinaire, même si c'est simple, mais je pense que vous avez bien englobé les différentes parties. Puis effectivement, des fois, de prendre un recul, puis de prendre en compte plus de complexité, au lieu de vraiment être dans l'action tout de suite, ça peut quand même mener des choses qui sont efficaces. Merci pour ça. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y en avait qui voulaient partager aussi? Qu'est-ce qu'on a retenu du webinaire? Des choses des liens que vous avez fait avec vos projets et tout ça? Parfait. Ben,
Je vous remercie vraiment de votre présence aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous ce midi. Donc, si vous voulez voir, on a 2 autres webinaires qui s'en viennent, donc mercredi prochain et mercredi le 26. Donc, n'hésitez pas aussi à y participer. Donc, on va parler des résultats de l'étude qu'on a brièvement présentée aujourd'hui. On va parler aussi des recommandations. Donc, les citoyens et citoyennes de l'Ouest de la Montérégie qui ont participé à l'étude ont aussi dit c'est quoi les pistes prioritaires pour eux. Donc, si vous voulez, vous pouvez participer à ces webinaires-là. Puis sinon aussi, ils vont être enregistrés comme celui d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bon après-midi. Bye, merci.